sa dépendance actuelle vis-à-vis de la Russie. Donc actuellement, nous avons en ligne de la TV internationale Monsieur Jean Messia, notre grand analyste politique et économique qui nous parle à partir de France. Monsieur Jean Messia, bonne année. Bonne année, bonne santé à vous et à tout le monde. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et à quel point vous trouvez qu'au cours de 2022, l'Égypte a pu récupérer ses influences dans ses alentours arabo-africains, méditerranéens à travers une politique étrangère basée sur l'équilibre, la parité, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, la proposition des solutions, des alternatives pour faire face aux différentes crises régionales et internationales. C'est à vous de répondre, monsieur. Écoutez, l'année 2022 a été riche d'enseignements quant à la politique étrangère égyptienne, parce que c'est une année de consolidation des relations qui a été opérée par le président Al-Sisi au cours des précédentes années. Et le président Al-Sisi a une politique qui est une politique à la fois très identitaire mais très souverainiste, qui consiste justement à dire le droit international, rien que le droit international et tout le droit international. C'est-à-dire que le droit international, il a deux principes fondamentaux que sont la non-ingérence, vous l'avez rappelé il y a un instant, mais aussi la réciprocité. Ouais. Et effectivement, l'Égypte a pu, sur le fondement de ces deux axes, de ces deux fondamentaux du droit international, eh bien, bâtir des relations très solides, notamment avec le continent africain. Vous savez que, historiquement, c'est Boutros Ghali, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait entamé de raccrocher, d'arrimer l'Égypte au continent africain, en tant que ministre d'État aux Affaires africaines à l'époque, et il avait commencé à tisser des liens avec l'ensemble des pays africains, qui ont d'ailleurs ensuite voté pour lui quand il est devenu secrétaire général des Nations Unies. Et depuis cette époque-là, l'Égypte a effectivement s'est découvert finalement qu'elle était une puissance africaine également, une puissance continentale, comme disait le général de Gaulle. Il n'est de politique que de géographie. Ouais. Et là, l'Égypte a découvert sa géographie africaine et donc effectivement a construit sur cet ensemble continental africain des relations économiques, des relations culturelles, des relations académiques, de recherche avec les États africains. L'Égypte a par exemple une politique d'échange d'étudiants africains qui est très prometteuse et très entretenue. Et effectivement, il reste bien sûr des crises parce que les relations internationales sont aussi malheureusement basées sur des rapports de force. Comme disait encore le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais en tout cas, par exemple, sur toute la crise de l'eau en provenance du Nil et de la volonté et des velléités de changer les traités qui avaient été mis en place pour le partage des eaux du Nil avec tous les pays que ce fleuve traverse, eh bien le président Al-Sisi a su, à travers une diplomatie extrêmement sage et une diplomatie respectueuse des souverainetés et des désirs des peuples, eh bien construire un équilibre sur cet élément central qu'est l'eau, puisque vous savez que le Nil en Égypte est une sorte fondamentale d'approvisionnement en eau. Voilà, j'ai donné deux exemples, l'exemple de la coopération académique et universitaire, l'exemple de la coopération en matière d'eau. L'Égypte, effectivement, a su construire des relations de confiance avec les États africains sur des relations de défiance post-décolonisation. Oui. Justement, j'ai une autre question. Pendant 2022, qui a vu le déclenchement de la guerre entre les Russes et les Occidentaux sur la terre ukrainienne, comment l'Égypte, à travers les visites et les rencontres du président Abdel Fattah al-Sisi, a pu, à l'étranger bien sûr, a pu se montrer bien qu'elle ne peut pas être considérée comme un élément dans un camp au détriment d'un autre camp, notamment durant la visite du président égyptien à Belgrade, où il a insisté sur l'importance de renforcement ou l'importance quand même du mouvement de non-alignement. Écoutez, c'est une question très intéressante et très importante, puisque c'est une question qui s'est posée, que se pose
les diplomates du monde entier, et pas seulement les diplomates occidentaux. Les diplomates occidentaux, en fait, ils ne se la posent plus parce qu'eux sont déjà dans un camp. Et en fait, quand on est en France, quand on est en Occident, on a l'impression que le monde entier, finalement, prend fait et cause pour l'Ukraine et que le monde entier est contre la Russie. Or, il suffit de sortir du continent européen pour s'apercevoir que même des grandes puissances comme la Chine, ou comme le Brésil, ou comme l'Inde, enfin les grands pays émergents, n'ont pas pris position dans ce conflit. Et ils n'ont pas critiqué la Russie pour son invasion, mais ils n'ont pas non plus encouragé la défense, en tout cas la politique d'engagement et de co-belligérance occidentale. Et l'Égypte fait partie effectivement de ces pays qui, parce qu'elle a un lien historique avec les deux camps, puisque rappelez-vous, l'Égypte, à partir de Anwar el-Sadat, avait des relations à la fois avec l'Union soviétique, mais aussi avec les États-Unis. Et en fait, le président al-Sisi a prolongé finalement, en l'approfondissant, cette logique de non-alignement. Je rappelle que le mouvement des non-alignés est né à la conférence de Bandung en Indonésie en 1955, où effectivement a été déterminée à l'époque une neutralité par rapport aux deux superpuissances de l'époque, à savoir l'Union soviétique et les États-Unis. Et alors, évidemment, quand l'Union soviétique s'est effondrée, la question du non-alignement a perdu de sa force, a perdu de sa pertinence, mais à l'occasion des grandes crises comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, une crise qui effectivement polarise à nouveau les crispations, les pays sont en quelque sorte forcés de choisir leur camp, eh bien la notion de non-alignement a ressuscité en quelque sorte à la faveur de cette crise. Et je crois que le président al-Sisi a eu tout à fait raison d'exhumer finalement cette conférence de Bandung, en tout cas son esprit, et de la resituer dans le cadre du conflit russo-ukrainien en établissant une forme de neutralité et de ne pas rentrer dans la co-belligérance aux côtés de l'un ou de l'autre. Oui, monsieur Jean Messer, en fait, j'ai deux questions, mais il me reste presque 3 minutes, quelque chose comme ça. C'est pourquoi, très rapidement, à quel point vous trouvez que le fait de préserver l'unité du peuple égyptien, du front intérieur, le fait de disposer de bonnes capacités militaires, c'était pour l'Égypte 2 points essentiels, dont le changement considérable suivi par les autres grandes puissances mondiales, que sont quand on parle des États-Unis, des Européens, des Chinois et ainsi de suite. Donc, vous avez des remarques à faire ou une réponse à propos de ça? Je pense, si vous voulez, que le plus gros chantier du président al-Sisi depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'était évidemment la réunification, l'unification du peuple égyptien qui avait été fracturé, qui avait été déchiré par la présidence du frère musulman Mohamed Morsi, qui, rappelons-le, avait dressé les Égyptiens les uns contre les autres, qu'il avait dressé les Égyptiens coptes contre les Égyptiens musulmans, il avait dressé les riches contre les pauvres, même au sein des musulmans, entre ceux qui étaient frères musulmans et ceux qui ne l'étaient pas. Et donc, effectivement, il y a eu un gros chantier, finalement, pour apaiser la société égyptienne, pour stabiliser la société égyptienne face à tous les conflits internes qu'avait allumé, finalement, la présidence précédente. Et de ce point de vue, aujourd'hui, l'Égypte est redevenue un pays sûr pour tout le monde, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les riches, pour les pauvres, pour les pratiquants, pour les non-pratiquants. Donc, il me reste presque 1 minute. Très rapidement, à quel point vous trouvez que la politique qui a distingué la politique étrangère de l'Égypte et qui est très distinguée sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi, c'est, si je puis dire, l'adhésion des immigrants égyptiens à l'étranger pour être un élément efficace dans la relance de l'économie égyptienne, pour la relance quand même la politique étrangère de l'Égypte. Très rapidement, dans presque au moins 30 secondes, s'il vous plaît. Très rapidement, il y a deux types d'émigrés égyptiens. Les émigrés égyptiens volontaires, qui effectivement sont anciens et qui habitent dans les pays occidentaux, qui ont des postes très importants, qui ont des moyens importants. Et cela, l'Égypte doit pouvoir utiliser ce réseau comme le font tous les pays, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et puis, il y a l'émigration illégale, la fuite de la classe moyenne égyptienne, qui là, évidemment, pose d'autres problèmes. Monsieur Jean Messer, merci beaucoup et bonne année.
Donc, c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Une bonne année à vous et il me reste que vous dire que je dois vous quitter et vous laisser en fait avec ce reportage qui va vous donner plus d'explications sur les activités présidentielles durant les derniers jours. Merci et à la prochaine.